Salut! Salut, Merci d'avoir accepté mon invitation. merci de m'avoir invité. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu un peu te présenter ce que tu fais, ton entreprise, tout ça? Ouais, donc Youssef Guelache, je suis fondateur d'Éduc Finance et du groupe Facebook L'argent ne dort jamais. Mhm. Donc, je fais de l'éducation financière au final. C'est un sujet qui manque au Québec et Oui. au Canada. Donc, parler d'argent, c'est tabou. Gérer Mhm. ses finances, c'est pas forcément le truc le plus agréable. Mais c'est ça, depuis les dernières années, j'ai voulu faire ça. En fait, moi, j'ai travaillé dans le domaine bancaire et j'ai travaillé aussi dans le domaine de l'enseignement, donc Mhm. prof au cégep. Et par la suite, donc là, je veux me concentrer sur mes activités. Donc, j'aide les gens au quotidien, soit à mieux gérer leurs finances, soit à apprendre à investir par eux-mêmes. Puis tu le fais comment? Ton entreprise, comment ça fonctionne pour les services que tu offres? Ouais, donc en fait, j'offre beaucoup de contenu gratuit. Donc, Ouais. les gens peuvent venir, exemple, sur le groupe, peuvent aller sur le site. J'offre plein d'outils pratiques pour aider les gens au quotidien. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent une formation, se faire accompagner pendant 5 semaines, Ouais. j'offre un programme qui s'appelle En route, OK. qui aide les gens pendant 5 semaines à vraiment apprendre à investir de façon autonome, ouvrir un compte de courtage, planifier leur retraite, etc. OK. Donc, c'est un peu Très ça. cool. Très Ouais, cool. Puis c'est justement ça qu'on va parler aujourd'hui ouais, de finances, d'argent. Puis c'est souvent un sujet que les gens, pour vrai, quand j'en. Tu sais, au début, c'est un peu. C'est pas le sujet le plus sexy, mettons, ouais. mais c'est tellement le fun à prendre sur ça. Moi, pour vrai, je suis passionnée de finances. J'ai souvent dit comme c'est une de mes passions parmi. Je sais pas si elle est en deuxième ou troisième position. Là. C'est dans le sens que j'aime Cool. vraiment ça. Ouais. Moi, j'ai de la chance d'avoir baigné avec des parents qui m'ont éduquée là-dedans. Fait que je l'ai par moi-même appris puis tout ça. Ouais. Puis ça manque vraiment à notre éducation dans les écoles. Là. Ben, en fait, l'idée est venue un peu de ça, c'est que j'ai réalisé en enseignant au cégep, puis en fait, en discutant avec les gens en Ouais. général, c'est que les enfants, justement, soit ils ont eu de l'éducation comme toi, Ouais. de leurs parents, ou leurs parents sont entrepreneurs. Là, Mhm. ils ont un bagage de connaissances qui a Ouais. été transmis qui est super bien. Puis ils ont un intérêt forcément pour le sujet. Mais malheureusement, la plupart, ben, ils n'ont pas forcément des parents qui ont eu... Non, au contraire, ils ont eu des parents qui leur ont dit que l'argent, c'était mal, puis que c'était... Exactement. Ça t'aidait pas, puis au contraire, c'était comme ça te brûlait les doigts quasiment, là, tu sais. Exactement. Puis dans le système, malheureusement, éducatif puis scolaire, ben, on n'a pratiquement pas de cours de Non. finance, d'entrepreneuriat, Ouais. d'investissement immobilier. Penses-tu que c'est voulu? Je sais pas si c'est voulu, mais tu vois, moi, je me suis beaucoup battu pour justement faire, tu sais, rajouter des cours Ouais. ou tu sais, rajouter comme des thématiques dans les cours. Et Mhm. malheureusement, c'est très politique, tu vois. Chaque département, chaque prof se bat un peu pour ses profs, Ouais. ben, pour ses cours. Tu as les profs de philo qui vont dire que la philosophie, c'est super important. Tu as les profs de Mhm. français, les profs de maths. Ouais. Donc, chacun un peu tire la couverture de son côté. Ouais. Et ça fait en sorte que c'est difficile de changer le système à cause de ça. Donc, il y a un Mhm. cours quand même d'éducation financière au secondaire 5 qui offre à peu près un 30-45 heures de finances, là, même si on OK. touche pas mal de Je savais sujets. même pas qu'il y avait ça Ouais, maintenant. ouais. OK, c'est Mais tu sais, bien. il touche un peu, il survole, disons, les sujets. OK. Mais il y a beaucoup de droits du consommateur là-dedans, Mhm. comment avoir son premier emploi. OK. Tu sais, c'est un cours où il y a trop de sujets, fait qu'en C'est réalité, ça. tu vas pas loin dans les Dans les vrais finances, sujets de puis dans finance. Ouais, l'investissement, l'épargne, tout ça. exactement. Je comprends. Puis ça fait que même des gens qui sont beaucoup plus vieux, dans la quarantaine, cinquantaine, savent aucunement comment gérer leur argent, là. Ouais, Puis ils mettent ça dans les mains de quelqu'un de façon comme complètement aveugle. Puis exactement. c'est comme si tu savais aucunement. Tu sais, moi, je me dis, l'argent, là, c'est important, là. Puis c'est comme, c'est ton outil principal pour Ben, c'est vivre, pour là. ça qu'on se lève le matin, là, Mais c'est pour aller au ça. travail. Pourquoi on va au travail? C'est pour gagner de Exact. l'argent. Donc, Fait que là, tu fais confiance à quelqu'un que toi, tu n'as aucune idée de ce qui se passe avec ton argent, puis ouais. confiance aveugle. Ça peut être quasiment dangereux, là. Moi, je trouve pas de monde qui est super compétent, là. Ben oui, parce que tu sais jamais les produits qu'on t'offre. C'est ça. Souvent, on reçoit même pas aussi une facture. Tu Non? fais affaire avec un professionnel, mais comment il se rémunère? Exact. C'est C'est pas c'est très opaque flou, comme là. domaine, là. Non, Ouais. c'est très, très flou. Ouais. On va y aller en ordre, là. Quand on veut justement améliorer sa situation financière, est-ce qu'on commence par économiser, couper dans les dépenses ou chercher à augmenter ses revenus, selon toi? Ben, moi, je dirais, c'est de tout d'abord stabiliser ses finances. Donc, ça OK. commence justement par une meilleure gestion de nos dépenses avec des bonnes habitudes. Souvent, on le voit, les gens, ils augmentent leurs revenus, Ouais. mais leur situation financière ne s'améliore pas. Mhm. Pourquoi? Parce que, ben, justement, ils ont développé des mauvaises habitudes ou
vu qu'ils ont des plus gros revenus, donc ils se permettent de faire des plus grosses dépenses. Ouais. Donc, si on travaille plus fort pour gagner plus, mais qu'au final, il n'y a pas plus d'épargne, notre situation financière ne s'améliore pas, ben, on n'est pas Ouais. plus avancé. Donc, vraiment, de Exact. commencer par revoir ses habitudes. Donc, exemple, on finit les études, on a nos premiers emplois, c'est pas le temps de forcément acheter la nouvelle voiture, Non, acheter la grosse c'est ça. maison. Ben, forcément, si on augmente notre train de vie, on s'enrichit pas. On s'enrichit pas. Ouais. On s'enrichit Ouais, c'est ça. donc, c'est ça. Donc, en réalité, le fait de d'abord travailler sur notre gestion financière au quotidien, Ouais. revoir ses bonnes habitudes. C'est Ben, quoi des bonnes habitudes financières? Ben, c'est justement, c'est de ne pas accorder trop d'importance à des trucs superflus. Donc, on accorde beaucoup d'importance à l'apparence. Mhm. Donc, on met beaucoup d'argent dans notre apparence. Ouais, Puis pourtant, c'est pas ça forcément qui va nous amener plus de bonheur. Donc, effectivement. du matériel, justement, tu sais, on va dépenser dans des trucs très futiles. Là. Mhm. Tu sais, on peut se permettre, mais c'est de contrôler en fait où va notre argent. Ouais, Puis de s'assurer qu'il va au bon endroit. Donc, c'est de faire des choix financiers finalement, de dire, ben, ouais. qu'est-ce que je préfère? Me payer 3-4 restos par semaine ou me faire à manger à la maison, mais cet argent-là, le mettre pour les études de mes enfants, Ouais, pour pour un voyage. un voyage, l'achat d'une maison, etc. Ouais. Donc, tu sais, c'est une question de choix. Ouais, Donc, le fait justement de faire une bonne gestion de ça, comme ça, même si nos revenus augmentent par la suite, mhm. qui est l'objectif aussi à long Ouais. terme, qui va nous donner une meilleure capacité d'épargne, ben, au moins notre base est bonne. C'est ça. Si dès le début, on dépense sans contrôler, sans faire attention à notre argent, Mhm. ben, au final... Je pense qu'il faut développer comme des habitudes pour se mettre en connaissance de cause. Tu sais, dans le sens que moi, quand j'ai mes anciens agendas puis tout le temps, parce que je les garde pour j'écris mes gratitudes dedans puis tout ça. Puis je c'est regarde... super bien organisé, je sais. Ouais, je sais, c'est ça. Puis je regarde mettons, quand j'ai commencé à travailler justement comme avocate, mon agenda, il y avait comme, tu sais, le mois, c'était papier, là, puis il y avait comme le mois, au début du mois, il y a comme les cases de mois. Ouais. Puis j'écrivais en vert mes rentrées d'argent, puis en rouge, mes sorties paiements. d'argent. Ouais, les Mhm. paiements. Ouais. Puis je regardais ça, puis là, je faisais une liste des sorties d'argent, fait que ça donnait combien au total, comparativement à mes revenus. Ouais. Puis je pouvais évaluer justement, est-ce que je dépense trop comparativement à ce que je fais. Puis après ça, quand je regardais mon relevé de carte de crédit qui rentrait dans une de mes dépenses, mais pour justement savoir un état de cause, tu sais, j'allais l'analyser. Exactement. Je faisais un crochet à côté de chacune de mes dépenses. Ouais. D'un, il y a eu beaucoup de fois qu'il y a eu des erreurs. Dans le sens que je me suis fait charger deux fois le même montant. Ouais. J'avais demandé un remboursement que je n'avais jamais reçu. Donc, j'appelais, puis c'est vrai, on a fait une erreur, ou c'est vrai, il y a eu ça, ou peu importe. Donc, j'étais vraiment dans l'analyse pour être en connaissance de cause. En contrôle de ton argent. Contrôle de mon argent, puis savoir où je dépensais, où ça allait, pourquoi est-ce que j'avais un relevé de carte de crédit de 2000 $ dans un mois, c'est quoi les raisons, tout ça. Fait que j'étais vraiment en contrôle de mon argent. Puis, c'est ça la première étape. Moi, je trouve, c'est pas, tu sais, les gens sont un peu surchargés par le budget. Ils trouvent ça trop intense de faire un budget de chacune des Parce qu'ils dépenses. pensent que c'est restrictif, forcément. C'est ça. Mais il y a des façons de faire qui sont juste de prendre connaissance. Moi, je dis aux gens, au moins prenez connaissance de où va votre argent. Là. Parce qu'on améliore ce qu'on mesure. C'est ça. C'est vrai pour une entreprise aussi. Si tu veux que ton entreprise s'améliore ou ait une meilleure santé financière, il faut que tu saches où va l'argent. C'est ça. C'est quoi les principaux postes budgétaires. Les pourcentages. Exactement. Moi, je fais vraiment ça avec mon entreprise. Je regarde les pourcentages, puis je me dis, si on dépasse 10% du chiffre d'affaires en marketing, on fait trop de marketing, puis on a mal distribué notre argent de marketing parce que c'est supposé augmenter notre chiffre d'affaires en proportion, puis qu'on soit toujours en bas du 10%. Mais c'est la même chose pour ton argent à toi. Là. Ouais. Ton chiffre d'affaires, c'est finalement ton revenu total par année. Tu es présidente de ta propre entreprise, finalement. Oui, qui est ta vie, finalement. Tu sais. Puis c'est ça. Je me dis, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu observes justement chez les gens qui essaient d'économiser puis qui essaient de reprendre le contrôle un peu? Ça, je peux faire le parallèle avec l'alimentation. Ouais. Souvent, les gens, quand ils veulent justement maigrir, on va dire, Ouais. Ils vont aller vers l'extrême, des fois. Donc là, ils vont faire des régimes extrêmes, ils vont tout couper les dépenses, puis je pense, dans ton discours, toi aussi, tu prônes ça. En fait, c'est l'équilibre qui fonctionne à long terme. Ouais. Tu peux avoir des résultats à court terme, mais le problème avec ça, c'est que c'est pas tenable à long terme. C'est ça. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, comme tu disais, de bien analyser ses habitudes, essayer de les améliorer au fur et à mesure. Dire, OK, en ce moment, 3-4 fois par semaine, je mange dehors. Je vais essayer de diminuer à 1-2 fois. Tu sais, quelque chose de raisonnable. Ouais. Je continue à me faire plaisir, entre guillemets. Ouais. Mais c'est quelque chose qui va être plus tenable à long terme, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que si on va vers l'extrême, à un moment donné,
on va atteindre un Ah, point de on non-retour va où non- là, on est- on va aller dans l'autre extrême. C'est ça, on va comme aller en binge eating, là, en Ouais. binge dépensier, parce qu'on... Exactement. Puis je trouve que c'est beaucoup On se dit, je me suis trop privé, fait que là, il C'est faut que ça. j'en profite d'un coup. Là, Exact. tu sais. Je trouve que c'est beaucoup à la mode Mm. sur les réseaux de le minimaliste, là, puis le vraiment comme couper les dépenses au minimum. Ouais. Puis comme tu dis, je trouve que c'est pas équilibré, moi non plus, Mm. parce que au final, on fait de l'argent pour s'accorder une vie qui nous fait plaisir, là, tu sais. Exactement. Donc, faut évaluer, ça me fait-tu vraiment plaisir, 3-4 Ouais. restos, ou c'est juste une mauvaise habitude que j'ai mis dans ma vie, puis que finalement, ça me fait pas si plaisir que ça, tu sais. Exactement. Moi, je le parle souvent pour, mettons, les dépenses comme les vêtements, les objets, ces choses-là. Une fois que tu l'as acheté, là, puis tu as eu la dopamine de l'acheter, après, là, hey, tu vas rentrer dans ton auto, là. Tu vas l'avoir acheté au Simons, tu rentres dans ton auto, Ouais. puis tu n'as même plus le plaisir que tu pensais avoir, Ouais. puis ça t'a amené une dopamine juste à la caisse, là, quand tu l'as payé. Mais finalement, après ça, C'est- putain, là, tu sais. Puis, en fait, il y a une partie du minimalisme que moi, j'aime bien à cause de ce que tu viens de mentionner, c'est Ouais. de dire, ben, je vais me contenter de peut-être moins, tu sais, je vais moins accorder d'importance aux objets. Exact. C'est pas ça qui m'apporte du bonheur. Puis, au contraire, puis ça, c'est une des erreurs, c'est justement de pas avoir d'objectif Hmm. clair. Donc, c'est la même chose. Pourquoi tu économiserais, dans le fond? Pourquoi Exactement. tu utiliserais plus d'argent? Là? C'est ça. Ben, c'est la même chose pour le sport, c'est la même chose pour Ouais. l'alimentation. C'est un objectif clair, puis tu vois une évolution, justement, dans ta situation qui t'amène vers cet objectif-là. Ouais. C'est beaucoup plus motivant. Oui, puis une fois que tu l'as atteint, ton objectif, après, tu n'auras même pas besoin de te mettre d'objectif parce que tu vas juste avoir, comme moi, mettons, j'ai plus d'objectif niveau mise en forme, niveau... Ouais. Parce que ça fait des années que j'ai C'est devenu une atteint... habitude. C'est devenu ma vie. C'est Ouais, comme mon identité est exactement. ainsi. Même chose pour mes revenus. Maintenant, j'ai plus besoin En fait, ton de... objectif, c'est de maintenir maintenant. Maintenir, exactement. Puis maintenant, j'ai plus besoin de rentrer, mettons, combien je fais d'argent versus combien qui en sort. Parce que j'ai tellement atteint, justement, mon harmonie à moi financière puis ma liberté financière que je sais automatiquement que j'en ai plus que ce qui en sort parce que j'ai pris des bonnes décisions, parce que j'ai un auto usagé payé comptant, parce que je me suis pas surhypothéquée même si la banque m'aurait prêté 2 fois le montant que ma maison m'a coûté. C'est pas parce que les gens te disent que tu peux faire quelque chose, tu vas magasiner une auto, c'est pas parce que le gars te dit « Hey, comme j'ai regardé ton niveau d'endettement, puis tout ça, puis on peut te vendre un char à 60 000. » C'est pas parce que tu peux que tu dois. Même chose de la banque. Je la raconte souvent, cette histoire-là, mais moi, mon conjoint, on a voulu s'acheter une maison. Ça fait 2 ans et demi qu'on est dans celle-ci. Fait que ça doit faire 3 ans et demi qu'on avait demandé une approbation là, hypothécaire pour pouvoir aller magasiner des maisons, puis tout ça. Puis, on n'avait pas des salaires si élevés que ça, OK? Je veux vraiment le mettre en contexte, là, comme on faisait un bon salaire, mais on était vraiment pas proche de faire un gros salaire. On s'était fait accorder 1,2 million. On aurait pu aller s'acheter une maison à 1,2 million. Il y a des gens qui le font, hein, qui vont. Il y a des gens qui le font. Puis là, après et qui regrettent. Et qui regrettent. Parce qu'après ça, moi, j'ai acheté une maison, même pas la moitié de ça, parce que je me disais, mais c'est complètement... Et je m'étais fâchée. Hein. Ben oui, parce qu'après, tu t'ajoutes une charge financière incroyable. Les aléas de la vie font que ça se peut que tu changes d'emploi, ça se peut que tu perdes ton emploi, ça se peut que là, tu n'as plus de latitude justement pour changer d'emploi. Parce que tu es pris avec ça. Fait que là, et là, tu peux pas faire marche arrière. Exact. Tu peux pas acheter une maison moins chère parce que là, tu as le regard des autres et c'est la même chose pour les voitures. À ça aussi, là. Tu t'habitues à acheter des voitures de luxe, tu vas pas acheter une Honda Civic. C'est ça. Tu es comme habitué à ça. Puis là, maintenant, c'est rendu ton bare minimum. C'est plus la même chose. Fait que je suis d'accord avec toi que pour ça, c'est vraiment important. Puis, c'est quoi tes astuces concrètes, mettons, pour réduire ses dépenses, justement, sans trop sacrifier sa qualité de vie? Cette idée de ne pas aller dans l'extrême. Ouais. C'est quoi que tu suggères aux gens, généralement, pour réduire leurs dépenses, finalement? Ben, en fait, c'est surprenant, mais les gens ont souvent une capacité d'épargne qu'ils ignorent. Donc, par exemple, moi, j'ai l'habitude de conseiller de d'abord attaquer les dépenses fixes, puis après ça, les dépenses variables. Donc, tu peux séparer tes dépenses en 2 grandes catégories, on va dire ça comme ça. Pour les dépenses fixes, ben, c'est les récurrentes. Donc là, c'est vraiment de faire un ménage. Les gens sont... Puis, je tiens à dire, la paresse coûte cher en finance. Les gens sont paresseux pour négocier leur forfait. Téléphone, Internet, les assurances. C'est incroyable les économies qu'on peut faire. Puis souvent, c'est des centaines, voire des milliers de dollars par année. Les frais bancaires, il y a des gens qui ont des comptes, ils payent 15-20 dollars par mois pour chaque compte bancaire qu'ils ont. Fait que juste de faire le ménage des
de toutes nos dépenses fixes, Ouais. puis de prendre le temps d'appeler nos fournisseurs, de Moi, j'avais une regarder. fois par année. Une fois par année, chaque fournisseur. Oui, c'est ça. C'est de prendre Automatiquement. l'habitude de le faire Ouais. parce qu'eux, ils prennent pour acquis qu'ils t'envoient le renouvellement ou ça se fait Puis automatique. ils t'augmentent, puis t'acceptes. Exactement. Puis les gens, en fait, ils feront pas l'effort de le faire. Ouais. Fait que le premier exercice, c'est vraiment ça. Puis ça, comme tu dis, après, c'est de le faire une fois par année. Fait que Ouais. une fois que tu l'as fait, ben OK, C'est je peux ça. me concentrer sur autre chose. Après, le nerf de la guerre, c'est les dépenses variables. Mhm. Donc là, c'est d'essayer de trouver des astuces. Une des façons, c'est comme tu as mentionné, c'est de faire un suivi régulier. Ouais. Donc, exemple, une fois par semaine. Puis des dépenses variables, il n'y en a pas énormément. Donc, en réalité, tu peux te concentrer sur l'alimentation, Ouais. les sorties, les vêtements. Tu as 3, 4, 5 postes budgétaires, disons, à Ouais, surveiller. exact. Fait que là, tu te fais un objectif par semaine, par 2 semaines. Mhm. C'est assez régulier. Ouais. Puis tu essaies de le surveiller. En anglais, on dit tracking. Ouais. Tu essaies de voir la progression, puis t'améliores. Mhm. Fait que c'est vraiment revoir ses dépenses fixes, en Ouais. 1. Puis 2, revoir ses habitudes quotidiennes Ouais. en essayant de faire le plus possible soi-même. Donc, Exact. exemple, l'alimentation, c'est sûr, ça va te coûter plus cher si tu vas dehors. Donc, Mhm. encore là, c'est la paresse. Ouais. Est-ce que j'ai pas envie de cuisiner ou est-ce que je suis assez bien organisé comme toi tu fais Exact. et que tu prônes? Donc, c'est de faire des lunchs, faire des repas. Magasiner les rabais, aller acheter des légumes en Exactement. fonction de ceux qui sont en rabais, puis tout ça. Puis moi, j'aime bien la technique, OK? Tu sais, je sais pas si tu connais Marie Kondo, là, qui est comme dans le rangement, là, qui Ah oui, oui. dit oui. genre, if it bring joy, Ouais. keep it. If it doesn't, genre, si ça spark pas un spark de joy, tu l'enlèves. Ouais. Moi, à la fin de la semaine, quand tu analyses tes dépenses, est-ce que à ce moment-là, quand tu regardes la dépense que tu as faite, est-ce qu'elle spark encore joy? Est-ce que le restaurant que tu as avec tes amis, c'est un souvenir mémorable? Tu sais, mettons, j'étais allée bruncher avec mes amis l'autre jour, là, c'était un restaurant super cher de brunch, mais je pense à ce brunch-là et ça spark C'est joy. un bon moment. C'était un bon moment et c'était un bon... Moi, j'avais ça quasiment même pas une dépense, quasiment un investissement, tu sais. Mais si j'ai acheté, justement, j'étais allée, je sais pas, moi... J'ai commandé sur Uber J'ai Eats. commandé sur Uber Eats, ça m'a coûté 40$ ma salade parce que comme il y a eu la livraison puis tout ça, est-ce qu'elle m'a tant spark joy? Non. Probablement pas. Fait que essaye de penser à ça aussi quand tu penses à des dépenses variables, comme le linge que tu as acheté. Puis moi, pour vrai, là, je suis vraiment pas gênée. Là. Moi, les retourner des choses, là, je suis bien game. Là. Je retourne, moi, je laisse les étiquettes sur mes affaires. Si je les ai pas portées, je vais aller les retourner. Là. T'as 30 jours, là, pas pour rien. Là. Puis maintenant, c'est que c'est devenu facile. Tu sais, Amazon, Ouais. tous les achats en ligne, Retourne-les. un clic. Tu sais, retourner, mais c'est un clic aussi pour acheter. Oui. Fait que c'est aussi d'essayer de se contrôler puis dire... moi, j'aime bien me faire des listes Ouais. de ce que j'ai besoin ou je pense avoir besoin. Ouais. Puis souvent, je vais faire le ménage de la liste, puis il y a plein de trucs, je suis comme, ça fait 3-4 semaines, c'est sur ma liste, puis honnêtement, ça me manque manque c'était pas, juste là. ouais, c'est ça, c'était un besoin ponctuel Ouais. sur le moment. J'ai été capable de vivre sans. Oui. Là, je l'enlève de la liste. Puis quand quelque chose, ben, je suis comme, ah, c'est vrai, ça, il faut que je l'achète, il faut que Ouais. je l'achète. À un moment donné, ben, je dis, OK, je C'est vais ça. l'acheter parce que là, finalement, j'en ai besoin. Donc, Exact. c'est de se poser la question. D'ailleurs, il y a Pierre-Yves McSween qui a fait un livre là-dessus. Là. En as-tu Ouais. vraiment besoin? Exact. C'est juste de se poser la question. Puis très souvent, la réponse est non. Exact. Tu vas juste passer à autre chose, puis tu vas concentrer Ouais. tes efforts ailleurs, quoi. Faut pas avoir le FOMO non plus. Tu sais, justement, les gens, ils voient des choses sur les réseaux, puis là, ça va, il n'y en aura plus en stock, peu importe. Tu sais, ça va revenir, ou sinon, il va en avoir un autre, peu importe. Comme moi, mettons un exemple, là, j'avais un sac à couche que je regardais beaucoup. Je le regardais. Il est devenu out of stock. J'étais comme, ah merde, je le veux encore finalement. J'ai raté mon. Moi, j'ai raté. mon Mais là, je me occasion. suis mis sur une liste d'attente. Quand il est revenu en stock, je l'ai acheté, puis c'est tout. Mais moi, je suis vraiment une personne comme ça. Là. Moi, je vais me faire vraiment plus que 30 jours. Là. Je vais comme attendre 30 jours, voir si je le veux vraiment encore. Puis si après 30 jours, je le veux plus, ben, je l'achète pas. Là. Tu Comme, passes à autre chose. je passe à autre chose, c'est ça. Mhm. Pour ce qui est de augmenter ses revenus, c'est quoi les leviers qui sont souvent sous-estimés ou qu'on peut augmenter nos revenus? Ben, je dirais, si on parle d'abord des salariés, donc Ouais. quelqu'un qui a un emploi, disons, dans une entreprise, ben, c'est de négocier son salaire si c'est possible. C'est pas toujours possible, mais ça, souvent, les gens le font pas ou ils n'ont Ouais. pas assez confiance en eux pour Exact. demander une augmentation de salaire. Ouais. Donc ça, je pense que c'est une première étape. Sinon, augmenter ses revenus, ben, c'est d'y aller avec augmenter sa valeur. Mhm. Donc, c'est d'investir sur soi, c'est de se former, devenir un expert dans son domaine. Ouais. Donc, quand on devient un expert dans un domaine, ben, ça a de la valeur. Mhm. Donc, souvent, on est capable de charger plus cher si, exemple, on est travailleur autonome, si on est une Exact. entreprise. Puis même au niveau de l'emploi, ben, si on a été chercher des compétences, des formations, on a suivi
c'est ça, des cours, ben là, ça nous donne une plus grande valeur sur le marché. On peut postuler pour des meilleurs emplois, meilleurs postes, on peut carrément changer d'entreprise, etc. Donc, je pense investir en soi et dans sa formation, c'est la base. Exact. Donc, c'est trouver du temps dans la semaine, même si on est occupé, c'est transformer ses hobbies inutiles en hobbies utiles. Dans le sens que si justement, tu es une personne qui passe beaucoup de temps sur son cellulaire ou à écouter la télévision, peu importe, mais prends ce temps-là pour faire quelque chose qui va être utile. Moi, je dis souvent aussi, c'est multiplier vos revenus, surtout quand tu es travailleur autonome. Fais pas juste du one-on-one. Trouve autre chose à faire, multiplie tes sources de revenus. Moi, je suis surprise des fois à quel point les gens voient pas à quel point ils peuvent être plus exponentiels. Tu sais, puis je vais sortir au mois de septembre justement un programme d'accélération pour les entreprises, pour les entrepreneurs, je veux dire. Puis c'est de dire justement, ça c'est là, d'échanger ton temps contre de l'argent. C'est pas exponentiel, ça. Là. Faut que tu trouves des moyens de te rendre exponentiel. Puis quand tu es salarié... multiplier ton temps, finalement. Oui, puis quand tu es salarié, y a-tu moyen que tu obtiennes des bonus à commission sur l'effort que tu mets, que tu sois plus payé? Puis moi, j'ai un truc que je vais vous donner à tout le monde qui est salarié, que j'ai fait dans chacun de mes emplois salariés. Je notais tout ce que j'amenais comme plus-value à l'entreprise en termes d'argent, OK? Fait que ma première job, je travaillais chez Intersport. À la fin de chacun de mes chiffres, je demandais à la caisse, à mon code d'employé, il y avait eu combien de ventes. Je voulais savoir, comme j'ai fait par combien de rapport ventes. à mon salaire, combien je rapporte. Exactement. Combien je rapporte par rapport à mon salaire. Quand je suis devenue avocate dans une entreprise, je travaillais sur des gros projets, puis des fois, c'est comme difficile. Moi, je n'étais pas payée je chargeais pas à l'heure les clients. J'avais comme mon client, c'était mon employeur. Mais quand je travaillais sur des gros projets, j'évaluais combien j'ai fait sauver en avocat, parce que combien ça leur a coûté déléguer ces heures-là d'avocat. Combien je faisais sauver, par exemple, si je faisais du recouvrement, on l'aurait jamais eu, cet argent-là. Je les ai toutes notées dans un Excel. Quand j'ai demandé mon augmentation salariale... T'as des arguments. J'avais des arguments. Je sais pas, je suis arrivée genre, mais c'est parce que là, moi, j'ai un auto à payer, fait que tu peux-tu m'augmenter? Pense pas à toi. Ou c'est l'inflation, il y a de l'inflation. Ouais, l'inflation à 3%. Moi, quand on vient vers moi, puis qu'on veut m'offrir quelque chose, si tu me dis, je peux t'amener ça, je vais t'amener ça de plus, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce que toi, tu rêves d'avoir, là. Moi, ça m'amène à rien, je te le donnerai pas ton augmentation salariale. Et puis, c'est de se mettre à la place de l'autre personne. C'est-à-dire, arrive avec des arguments. Arrive avec des arguments. Si t'as pas d'arguments, moi, ça m'intéresse pas de t'augmenter, là. Puis, souvent, pour les revenus, une autre astuce, c'est pas une astuce, mais c'est de sortir de sa zone de confort. C'est que souvent, les gens sont trop confortables dans ce qu'ils font. Ils ont une certaine routine, puis justement, ils prennent pas assez de risques ou ils essayent pas justement des nouvelles choses. Donc, si tu fais toujours la même chose, c'est sûr que tu auras les mêmes résultats. Donc, c'est de continuer toujours à progresser, à s'améliorer, à se former, puis sortir de sa zone de confort vient justement en essayant des choses. Exact. Quitte à peut-être ça ne fonctionne pas, quitte à peut-être que... Puis essayez de voir aussi votre emploi, il peut être rémunéré combien dans le marché du travail. Parce que moi, j'avais remarqué que quand tu travailles longtemps pour le même employeur, il t'augmente justement avec l'inflation, tout ça, il va engager une nouvelle personne, puis pour la convaincre de venir, il va la payer plus cher que toi. Fait que toi, c'est juste de regarder... Regarde ailleurs où tu pourrais être payé plus cher, puis arrive à ton patron, puis dis-lui, ben là, j'ai regardé le marché d'emploi, puis je pourrais te payer tant pour le même travail. Est-ce que tu es prêt à me donner cette augmentation-là? Engager des nouveaux employés, former des nouveaux employés, ça coûte tellement cher que ça va être plus payant pour lui de te garder. Mais comme tu dis, c'est une question de confiance en soi, puis d'être game, d'aller le demander, tu sais. Ben, c'est comme quand tu négocies tes forfaits Internet, téléphone. Il faut que tu sois game. Oui, puis il faut que tu menaces. Donc là, tu t'arrives avec, en espérant que ça fonctionne, mais tu dis, ah ben j'ai vu telle compagnie qui offre pour les nouveaux... Parce que souvent, c'est ça, il y aura toujours des meilleures offres souvent pour attirer des clients. Exact. Puis moins pour faire la rétention des anciens. Ça m'enrage, moi, ça. Ouais, donc là, c'est demander les mêmes privilèges que les nouveaux. Pourquoi les nouveaux auraient des meilleurs privilèges que toi? Puis quitte à faire le move de quitter puis d'aller ailleurs. Mais à chaque fois, moi, je me dis, il faut vraiment que tu démontres, par exemple, c'est surtout ton employeur, que tu amènes une plus-value. Est-ce que tu sais est-ce que tu es vraiment un bon employé? Est-ce que tu travailles vraiment fort? Parce que moi, si une employée m'arrive puis me dit ça, je veux une augmentation salariale, mais ça fait comme 3 mois que je trouve qu'elle n'avait pas d'effort puis qu'elle se donne pas, ben je vais quasiment avoir envie de dire, ben va-t'en. C'est parfait. Tu n'es pas contente? Va-t'en. Mais si elle me démontre sa plus-value puis que je veux pas qu'elle s'en aille, ben là, je vais être portée à l'augmenter, tu sais. Pour ce qui est des les fameux contenants, là, où mettre son argent, peux-tu m'expliquer un peu simplement pour les gens, comme c'est où que tu peux mettre, une fois que tu as épargné, puis tu as réduit tes dépenses, tu as réussi à avoir
bon, tu le laisses pas dormir dans le compte de banque. Ouais. Mais là, tu le mets où, cet argent-là? En fait, les gens, souvent, ils confondent véhicule de placement avec compte d'investissement. Mhm. Donc, la première étape, c'est de trouver le compte qui nous convient au niveau fiscal. Ouais. Donc là, c'est la boîte, c'est le contenant, Ouais, le comme contenant, toi, tu dis. c'est ça. Ça, c'est différent du contenu. Donc, ce Oui. qu'on va mettre à l'intérieur, qui sont vraiment les placements qui, eux, rapportent des rendements. Exact. Fait que, par exemple, souvent, les gens ils vont, exemple, avoir de l'argent dans leur compte chèque, ils vont le mettre dans un CELI. Puis ils vont croire que leur CELI rapporte de l'argent. Mais absolument pas. S'il n'est pas investi, ton CELI, il ne sert à rien. Parce Non. que l'objectif du CELI, c'est de mettre les rendements à l'abri de l'impôt. Exact. Donc, ça prend des placements pour faire des rendements. C'est ça. Donc là, ça se fait en 2 étapes. Donc, c'est d'établir d'abord quelle boîte qui est la plus pertinente pour nous. Donc, souvent, ça, on va se fier aux objectifs, à notre situation fiscale. Exact. Donc, qu'est-ce qui est mieux selon ma situation fiscale? Est-ce que c'est mieux de mettre dans un CELI, dans un REER? Est-ce que je veux m'acheter une maison, donc le CELI app? Mhm. Est-ce que je veux mettre l'argent pour les études de mes enfants? Il y a le régime d'épargne études. Ouais. Fait que ça va déterminer le contenant dans lequel tu vas déposer l'argent. Et chacun des contenants a des caractéristiques fiscales. Ouais. Donc, certains vont te permettre de réduire ton revenu imposable. Donc, ça va te permettre Le d'économiser de l'impôt. Mhm. Le REER, CELI app. Ouais. Puis le CELI, lui, à l'inverse, il va juste mettre tes rendements à l'abri de l'impôt. Donc, c'est un abri fiscal super avantageux parce qu'à long terme, si tu mets des rendements à l'abri de l'impôt, ben, c'est des rendements nets que tu fais. C'est ça. Donc c'est très puissant comme véhicule d'investissement. Ouais. Mais après, ça dépend de chaque situation. Donc, il faut analyser au niveau fiscal qu'est-ce qui est le mieux. Mhm. Des fois, les gens vont dire, ah, ben, le CELI, c'est ce qu'il y a de mieux parce que, justement, on sauve de l'impôt. Le REER, de toute façon, tu le repayes quand tu le retires. Ça, c'est un peu le discours qu'on entend. Ouais. Mais selon les situations, ben, des fois, quand tu mets de l'argent dans un REER ou dans un CELI app, le fait que tu réduis ton revenu personnel, mais aussi le revenu familial, Mhm. pour les gens qui ont des enfants, c'est super payant parce que ça va augmenter tes allocations. Ouais. Ça peut te donner le droit à des crédits. Fait qu'au final, tu as comme beaucoup d'avantages fiscaux qui vont retirer de ton REER. Mhm. Et ça, tu pourras le réinvestir dans le CELI. C'est ça. Donc, il y a moyen avec le même montant d'argent, de le multiplier Ouais. grâce aux stratégies fiscales qu'on fait. Mais ça, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, Ouais. c'est ça l'affaire. C'est qu'il n'y a pas un scénario idéal pour tout le monde. Pour tout le monde, C'est non. un scénario... Moi, j'ai pas encore d'enfant, mais je le mettais pas dans le REE, je n'ai pas d'enfant. Ben À un non, moment c'est donné, comme... Fait que c'est de voir justement en fonction de ton scénario. Puis si tu sais pas justement, mettons, ta situation fiscale, Ouais. ben, je pense que tu peux te faire accompagner justement. Ouais, c'est là, c'est le moment d'aller voir justement un professionnel, soit Ouais. un conseiller, soit un comptable. Ou sinon, il y a des calculateurs aussi en ligne que les Ouais. gens peuvent utiliser. Donc, exemple, il y a Finance Go qui est super bien fait, qui permet justement de savoir ben, c'est quoi, selon notre situation, les économies qu'on va générer si on Ouais. fait telle stratégie. Donc, quelqu'un qui a envie de prendre un petit peu plus de temps pour apprendre et Mhm. le faire soi lui-même, ben, c'est une façon de faire. Sinon, ben, c'est ça, c'est de consulter un professionnel. Oui, exactement. Puis, dans le fond, ce qui devrait guider notre décision de mettre de l'argent dans un CELI, un REER, tout ça, c'est vraiment en fonction de notre situation fiscale Et de l'objectif. et de l'objectif. Ouais, c'est je ça. dirais principalement l'objectif et après Ouais. la situation fiscale, parce que l'objectif va aussi déterminer ton horizon de placement. Donc, Ouais. si je veux m'acheter une maison dans 2 ans, ben, c'est sûr que le CELI ou le REER peut être une option, mais ce ne sera pas la plus avantageuse. Ouais. Donc, c'est mieux de privilégier le nouveau compte CELI CELI App, le maximiser. Une Exact. fois que je l'ai maximisé, là, je peux regarder peut-être l'option du REER pour faire un RAP Ouais. ou juste le CELI pour le retirer sans impôt. Mhm. Tu vois. Donc, l'objectif va déterminer ton horizon de placement. Souvent, les gens pensent que, exemple, le REER, on peut le retirer juste à la retraite. Donc, ça, c'est faux. On peut le C'est retirer faux, n'importe quand. C'est juste que le moment où on le retire, là, ça devient imposable. C'est ça. Donc Mais si là- tu fais un retour aux études, par exemple, puis tu Exactement. n'as pas de revenus, ben, tu peux le retirer à ce moment-là. Ou C'est tu pas- prends une année sabbatique, Ouais, c'est ou ça. tu prends un congé de maternité, ou peu t'as t'as Ouais. tes revenus qui baissent, ben, c'est un moment où tu peux retirer une partie de tes REER. Exact. Tu veux faire le tour du monde. Tu sais, fait au final, un REER, c'est juste un compte qui va te permettre de réaliser des projets, Exact. que ce soit à court ou à long terme. Mais Mhm. généralement, c'est plus à long terme, parce que généralement, nos revenus baissent plus quand on arrive à la retraite. Oui. Donc, pour ce qui est des investissements maintenant, parce que là, tu l'as dit justement, les gens vont le mettre dans un contenant, Ouais. puis ils vont penser que ça prend de la valeur. Exactement. Ça va faire la même chose dans ton compte chèque si c'est pas placé. Ça perd de la valeur Ça même perd de parce la que valeur. Oui, c'est l'inflation vient gruger ton argent. Exact, c'est indirectement. ça. Donc, quand on veut commencer à investir, là, je me dis, bon, parfait, j'ai fait mon épargne, j'ai trouvé mon contenant, moi, c'est le CELI app, par exemple. Ouais.
on débute par où là, pour justement décider qu'on investit notre argent? Ouais. Ben, c'est sûr, des produits de placement, il en existe des milliers et des Ouais. milliers. Donc, des portefeuilles différents, des classes d'actifs qui sont différentes aussi. Donc, si on n'est aucunement connaissant, moi, je recommande toujours d'aller voir un professionnel. Pour la simple et bonne raison, c'est que justement, il y a tellement de choix. On ne veut pas faire l'erreur de mettre son argent au mauvais endroit, de prendre trop de risques, de paniquer quand il y a des baisses du marché boursier. Donc, généralement, avec un conseiller, ce qui va se passer, c'est que lui, il va déterminer le profil d'investisseur et les objectifs de placement. Et il va recommander des produits en fonction de ça. Donc, exemple, si tu achètes une maison dans 2 ans, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine de mettre des produits risqués, donc des produits qui vont fluctuer de valeur. Donc, par exemple, les actions ou des portefeuilles qui sont exposés au marché. Donc, il va plutôt mettre des produits sécuritaires, comme exemple des obligations. Des obligations, des CPG ou des titres à revenus fixes qu'on appelle, là, donc qui vont donner de la garantie. Tu vois. Quelqu'un qui a un horizon plus long, qui peut se permettre plus de fluctuations parce que l'argent, on n'en a pas besoin tout de suite, et qui va maximiser le potentiel de rendement à long terme. Là, on peut mettre plus d'actions, on peut aller avec des titres plus risqués. Donc, quelqu'un qui débute, si on résume, commence avec un professionnel. Quelqu'un qui veut le faire par lui-même ou qui veut s'éduquer, ben maintenant, c'est devenu très accessible. En 15 minutes, on peut ouvrir un compte de courtage en ligne, puis là, on a accès au marché boursier. Exact. C'est juste le risque avec ça, c'est que justement, il y a tellement de choix qu'au final, on peut facilement faire des erreurs, mettre son argent au mauvais endroit, investir dans des titres américains alors qu'on a du dollar canadien, donc payer des frais de conversion. Exact. Donc, il y a toute disons une mécanique. Puis c'est un peu mon rôle là-dedans, c'est justement d'éduquer les gens, pour ceux qui veulent investir de façon autonome, de bien se former, d'avoir des bonnes connaissances, puis d'être capable de construire un bon portefeuille d'investissement. Exact. Et que même quand il y aura des baisses de marché, qu'on a des bonnes connaissances, ben ça aide parce qu'on sait pourquoi on investit, on comprend les produits et on sait que c'est pas pour du court terme, on sait que ça fait partie de l'investissement, des fluctuations et que l'objectif, c'est au contraire, c'est d'avoir des rendements à long terme. C'est ça. Donc, mais ça vaut la peine de se former, moi, je trouve, parce que oui, tu peux continuer quand même de le déléguer, par exemple, mais au moins, tu vas comprendre, ça sera plus du chinois. Exactement. Tu sais, comme moi, j'aime quand je délègue quelque chose, au moins avoir une petite base de connaissances sur chaque chose que je délègue, parce que sinon, je me sens vraiment comme si je pouvais me faire avoir, mettons. Ça me met pas en confiance. Poser les bonnes questions aussi aux professionnels pour être sûr, justement, qu'ils ne nous vendent pas des produits qui ne nous correspondent pas. C'est ça. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis, ce que je voulais dire, c'est que le marché boursier, il y a beaucoup de produits aussi où je vois beaucoup de gens, ils se lancent dans l'investissement, puis là, ils vont dire, ah, ben, je vais prendre Facebook, Meta, je vais prendre du Google, du Amazon. Ils vont mettre plein de titres dans leur portefeuille. Mais c'est souvent pas diversifié. Ils sont très concentrés aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de gens, exemple, depuis le début de l'année, qui ont vécu des fluctuations énormes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 100% américains. Mais quelqu'un qui a bien diversifié son portefeuille, qui a du canadien, du marché américain, ben lui, son portefeuille, il n'a presque pas varié, même qui a fait des rendements. Pourquoi? Parce que le marché canadien-américain a fait en moyenne 5% depuis le début de l'année, alors que le marché américain, ben, on vient de remonter un peu, là, donc on est pratiquement à zéro. Fait que c'est important aussi d'être diversifié par région géographique, par secteur d'activité, etc. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses des FNB? Ben justement, les FNB, ça, c'est les bons véhicules pour ceux qui veulent investir de façon autonome et qui veulent des portefeuilles diversifiés. Donc, ils ne veulent pas eux-mêmes faire l'exercice de choisir leurs actions. Donc, ils vont prendre un portefeuille qui contient des centaines, voire des milliers de titres, super diversifiés, des faibles frais de gestion parce qu'on ne passe pas par un professionnel, donc on le fait soi-même. Donc, à long terme, ça peut être des super bons produits. Puis c'est un peu, je dirais, les produits de l'heure. Pourquoi? Parce que ça a été beaucoup démocratisé. Puis les plateformes de courtage maintenant, pour plusieurs, comme Wealthsimple, Questrade, il y a même Disnat et Courtage Direct Banque Nationale qui offrent la gratuité au niveau des transactions. Donc, avant, quand tu voulais investir 50 $ ou 100 $, puis beaucoup de banques, c'est encore ça. Il fallait que tu payes 5-10 $ par transaction. C'est fou. Fait que ça te coûte quasiment 5-10% en termes de frais. Mais maintenant, avec la gratuité, là, ça devient beaucoup plus accessible parce que puis les gens, ils peuvent commencer à investir avec littéralement
$25, Ouais. $50, Ouais. $100, que ce soit par mois, par année, peu Mhm. importe. Fait qu'on peut vraiment débuter avec des petites sommes et construire justement son patrimoine tranquillement. Donc en réalité, il y a un mythe où on pense que ça prend beaucoup d'argent pour investir. Pas du tout. Pas On du peut tout. commencer de nos jours. C'était pas le cas avant parce que ça Ouais. coûtait beaucoup de frais. Mais maintenant, on peut commencer avec des petites sommes et tranquillement, on augmente justement Mhm. en adoptant une Puis je meilleure trouve gestion que financière. ça devient comme un peu... Moi, mettons, chaque mois, c'est comme... je le fais, tu sais, j'ai ma petite heure que je dédie à ça là, au début du mois. Là. Moi, c'est toujours au début du mois. Là, je fais ma Mm. petite comptabilité, je fais mes affaires, puis je dédie ça à ça. Puis j'aime ça, justement, on dirait, investir dans des entreprises tu sais, que j'ai analysées, que j'ai vues, ou des FNB, justement, que j'ai analysé comme leur objectif à ces FNB-là. Ils investissent dans quel genre d'entreprise. Puis là, tu sens... Parce que, tu sais, investir dans ton argent, mettons, dans quelque chose que tu penses qui va être payant seulement, Mm. mais t'as pas d'impact sur la société à ce moment-là. Tu sais, moi, de savoir que mon argent s'en va dans un fonds commun qui vise l'environnement, par exemple, Mhm. ben c'est le fun. Je sens que j'ai un impact sur la société. Tu sais, Ouais. savoir que mon argent s'en va dans une entreprise canadienne dans laquelle je crois, que je trouve que ils font des belles choses ou peu importe, ben c'est le fun, tu sais. Ouais. Fait que... Puis tu vois, c'est drôle parce que une des façons de construire son portefeuille, c'est d'y aller avec ta logique que tu viens de mentionner, Oui, c'est d'investir dans des entreprises avec lesquelles on est client. oui, Parce que justement, vu qu'on est client, fait qu'on croit dans le produit, on croit dans c'est ça. l'entreprise. Et généralement, c'est des bons portefeuilles qui vont performer parce que souvent, c'est des entreprises qui vont rester à long terme. Ouais. Parce que justement, si toi-même, tu crois dans le projet... T'as un puis bon service, puis tout ça, Exactement. Fait exact. que c'est une preuve déjà de qualité d'une bonne Ouais. gestion de Ben, c'est une l'entreprise. des étapes de la formule de Warren Buffett là, qui Mm. dit comme observe ton environnement, Mm. puis c'est quoi qui pousse là, autour de Ouais. toi. Tu sais, Mm. comme quand les gens commencent à avoir plein de... Ce que les gens utilisent au quotidien, C'est finalement. ça. là. Quand Ouais. les gens commençaient à avoir plein de Tesla arriver, il était trop tard, la gang. Ouais. Il aurait fallu que tu sais, comme justement, que tu le vois quand ça a commencé à arriver. T'es comme, coudonc, il y a donc bien des Tesla, donc bien des Tesla, va investir dans Tesla. Tu sais, dans le sens que c'est ça qu'il dit, regarde ton environnement, première étape, puis après ça, va analyser l'action comme telle à la bourse, puis ça, puis le marché boursier. Mais moi, je trouve que c'est une super belle méthode de justement investir dans des entreprises que toi-même, tu utilises, tu vois, tout ça. Et ça, je te dirais, c'est quand même un niveau un peu plus avancé. Mais oui. Pour la plupart des gens, c'est mieux d'y aller avec des portefeuilles parce que prédire le futur, personne n'est en mesure de le Non. faire. Donc, personne n'a de boule de cristal. Puis, il y a beaucoup de gens, justement, puis toutes les statistiques le prouvent, là, les gens, justement, qui font de l'investissement actif, Ouais. ben, généralement, ils vont moins, à 90-95% du temps, ils vont moins performer que l'investissement plus passif avec des portefeuilles Exact. diversifiés. Pourquoi? Parce que quand tu fais de l'investissement actif, justement, tu es tout le temps en train d'essayer Faut que tu regardes, faut que de tu te tiennes au courant. deviner, c'est ça, puis de deviner un peu ce qui se passe. Ouais. Mais les transactions, plus tu en fais, plus il y a de risques que tu perdes de l'argent à long Exact. terme et que les rendements de tes portefeuilles soient affectés à cause de ça. Fait que généralement, à long terme, tu as plus de probabilité avec un portefeuille diversifié d'avoir un rendement stable qu'en essayant justement de sélectionner puis de deviner les prochains secteurs d'activité, puis les prochaines modes, etc. Puis les hommes, on est très bons là-dessus, là, d'essayer de penser qu'on va être les meilleurs à deviner c'est quoi les bons secteurs et on va avoir raison. Mais malheureusement, les statistiques sont... Oh non, je sais, j'avais lu le livre, ça parle des investissements à la bourse, justement, là, comment ça s'appelle... j'avais tellement aimé, c'est un livre qui parlait québécois beaucoup... Oui, qui parlait beaucoup des FNB, justement. De 0 à millionnaire? Oui, exactement. Puis c'est lui... Nicolas Bérubé. Ouais, il parle des... Comme, tu sais, le livre t'explique justement à quel point investir dans des FNB. C'est dans le sens que finalement, t'as pas de boule de cristal, justement, puis tu sauras pas là, ce qui va fonctionner puis ce qui fonctionnera pas. Puis, j'ai tellement d'exemples, justement, on dirait que le monde me parlait de Tesla. Puis moi, j'étais comme, mais la gang, il est trop tard. C'est dans le sens que... Puis, mettons, on me parlait de Starbucks. Puis plus on t'en parle, plus tu sais que c'est fini, la mode est passée. Moi, tu vis, on entend tous parler de la crypto-monnaie. Je me rappelle les NFT. Quand il y a eu le cannabis, on l'oublie, mais pendant un moment, les gens ils étaient beaucoup là-dedans. Vraiment. Là, maintenant, on parle de l'or tout d'un coup parce que depuis le début de l'année, ça... Fait que souvent, les gens, dès qu'ils en parlent, c'est parce que ça y est, la hausse, elle a déjà eu lieu. Exact. Très souvent, l'étape suivante, c'est la baisse parce que justement, les gens qui ont déjà investi là-dedans, ils vont prendre leur profit. Puis souvent, c'est ça. C'est ça, exactement. 100%. Pour ceux qui veulent lancer une petite entreprise, est-ce que tu crois que c'est une forme d'investissement en soi?
Oui, parce qu'au final, il y a 3 formes de richesse. Donc, on a parlé beaucoup de bourse Ouais. ensemble. Il y a l'immobilier qui est une forme d'enrichissement et l'entrepreneuriat, c'en est une troisième. Donc, je pense que ça, c'est les 3 axes sur lesquels on peut travailler. C'est sûr, l'idéal à long terme, c'est justement d'avoir de l'investissement dans les 3 ou d'avoir comme des sources de revenus des 3. Ouais. Parce que là, on profite justement des 3 leviers qui sont disponibles pour nous. Des fois, c'est mieux de commencer par un domaine. Puis une fois qu'on a accumulé assez d'argent, exemple en immobilier, Ouais. en bourse, on peut se lancer une entreprise. Maintenant, ce qui va être aussi d'avenir, c'est le reprenariat. Ouais. Donc, quelqu'un qui ne veut pas partir son entreprise, il peut reprendre aussi Il y en a tellement, il y en a déjà vraiment beaucoup. Là. Il y a un site internet qui donne les entreprises. Non, mais les entreprises à vendre, là, il y a comme un... Ah oui, oui. Je ne sais plus c'est quoi, mais écrivez reprenariat sur Google Québec, puis vous allez trouver, mais c'est comme une liste de entreprises qui veulent justement vendre, parce qu'ils n'ont pas de oui, souvent, c'est succession. le propriétaire, il n'y a pas d'enfants ou ses enfants ne veulent pas le reprendre, puis il n'y a pas d'autres acheteurs. Donc, Puis même, il y a des entreprises, des petites entreprises québécoises qui, des fois, la personne a un changement de projet, mais c'est une belle entreprise, là, puis si ça t'intéresse, c'est un sujet que tu aimes, c'est sûr qu'il y a un coût initial qui est peut-être plus grand que de partir sa propre entreprise, des fois, mais si c'est déjà quelque chose qui roule, qui va bien... Ça va peut-être te prendre moins de temps, justement, à avoir des revenus et pouvoir vivre de ça. Quand on commence une entreprise, on le sait, là, c'est de tout partir à zéro, ça demande énormément de travail, d'efforts, il faut se former, on apprend avec des essais-erreurs aussi. Donc, reprendre une entreprise, des fois, ça peut être un peu plus facile, dans certains cas, évidemment. Il y a du financement aussi qui est offert, mais ça peut être une possibilité. Donc oui, je te dirais... l'entrepreneuriat, avoir une entreprise, mais des fois, c'est juste d'avoir un revenu complémentaire. Un sideline. C'est ça, comme tu disais tout à l'heure, avec les hobbies. Ça peut être une super façon aussi de générer des revenus tout en ayant des activités qui sont profitables. Puis de nos jours, c'est tellement facile, de faire des revenus complémentaires. Là. Ouvrir un site Shopify, ça coûte 20 $, la gang. 20 $ par mois, puis tu peux vendre des affaires. Là, comme... Si tu le fais tout seul, ton site, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui le fait pour toi. Là, comme c'est rendu tellement facile. Et des fois, c'est pas forcément la première idée qui va fonctionner, mais ça va t'amener à une autre idée, qui va t'amener à une autre idée. Tu vas faire au final, c'est un hobby. Et moi, je dis toujours ça comme ça. Les gens disent, ouais, mais j'ai mis de l'argent dans le vide. Non, parce que tu mets de l'argent dans le vide quand tu vas faire un saut en parachute, quand tu fais une activité, quand tu vas au bowling. C'est tous des hobbies, finalement, que tu mets de l'argent dans... que tu, mettons, pitches aux poubelles. Mais ton entreprise, elle a la chance de pouvoir peut-être te rapporter. Tandis que l'activité qui t'a coûté 300$, mais une fois que c'est fait, ça ne te rapportera pas d'argent. Et l'apprentissage aussi que tu vas faire a une grande valeur. Les connaissances, exact. Tu vas apprendre du marketing, créer une entreprise, le côté légal, financier. C'est vraiment le fun de se lever puis d'avoir une motivation qui est un projet pour toi. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment fun. Peu importe, c'est petit projet, grand projet, entreprise, peu importe. C'est le fun d'avoir quelque chose qui te motive le matin, tu sais. Puis sinon, on peut commencer aussi avec un organisme sans but lucratif. Tu sais, ça peut être un projet, organiser un événement, organiser une fête. Une course, tu es un coureur, il n'y a pas de course dans ton entourage, tu veux faire une course, organise un événement comme ça. Puis ça, la première idée va t'amener, comme je disais, à une autre. Des opportunités après ça, autres. 100%. Puis pour ce qui est de l'immobilier, qu'est-ce que tu en penses comme d'investir là-dedans, surtout avec le marché d'aujourd'hui? Comment tu vois ça? Parce que moi, je l'ai fait plus jeune. Donc, nécessairement, ça a été plus payant que je le ferais aujourd'hui, mettons. Puis, mais moi, mettons, puis mon conjoint, on a vu toutes les tu sais, c'est le fun, là. Tu fais de l'argent, là, mais ça prend des efforts aussi, là. Tu fais jamais de l'argent tout seul, là. Dans le sens que, on va le dire, là, on se fait chier, là. En fait, moi, c'est ça un peu mon argument. C'est pour quelqu'un qui ça intéresse l'immobilier, qui veut faire ça, c'est juste de ne pas croire que l'immobilier, c'est de l'investissement passif. Non. La bourse, ça peut être littéralement de l'investissement passif. Pourquoi? Ça prend, comme tu as dit, 5 minutes. Tu te connectes, tu fais ta transaction. Merci, bonsoir. Tu passes à autre chose. Tu dors bien la nuit, etc. L'immobilier, c'est un investissement qui peut être très rentable parce que c'est un effet de levier aussi. Tu peux bâtir aussi un patrimoine plus élevé. C'est sûr, les occasions d'affaires deviennent moins évidentes, disons, que dans le passé parce que les bonnes opportunités, il y a de plus en plus de gens aussi qui veulent investir en immobilier. Fait que
Fait que quand tu achètes de l'immobilier, pour que ça soit vraiment rentable, généralement, il faut que tu achètes des problèmes. Ben oui. Donc, tu achètes des immeubles qui sont délabrés, qui sont Exact. vieux, qui demandent de la rénovation, de l'amour, que tu vas optimiser, tu vas devoir gérer des locataires. Ouais. Donc, ça vient vraiment avec, on va dire, un lot de problèmes. Ben oui, Et ça devient avec du temps que tu vas mettre dans ce projet-là. Donc, exact. c'est comme une petite entreprise que tu C'est crées. une entreprise, vraiment. Puis Et- moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que tu sois complémentaire avec... Moi, je le ferai toujours en équipe, ça. Ouais. Parce que t'es pas bon dans tout. Ouais. Tu sais, moi, mettons, je suis pas manuel. Une chance que mon chum est là. Mm. Parce qu'il y en a eu des problèmes. Comme tu dis, c'est pas passif, là. Puis on a des super bons locataires, ça le pire. Là. Moi, j'ai des super bons locataires. C'était pas des problèmes de locataires. Mais en même temps, s'il y a un dégât d'eau chez eux, de la c'est mon gestion. problème. Mhm. Ça va être de la T'sais, gestion. Ouais. C'est ça. Puis, il y a un effet de levier aussi. Tu as de l'endettement. Il faut que tu Ouais. gères aussi la fluctuation des taux d'intérêt, C'est ça. l'augmentation des prix de tout. De tout, les assurances, les taxes. tout coûte cher. Ben oui, les ouais. taxes ont augmenté comme jamais. Fait que là, c'est pas quelque chose qui est stable. Tu sais, c'est quelque chose qui est un peu instable. Puis là, on est dans une belle période pour le propriétaire, mais si tu te retrouves avec un logement qui est vide, Ouais, mais faut là, t'assumes tu assumes l'hypothèque. Là, tu sais. Puis des fois, c'est même pas ça. C'est juste avec l'augmentation des taux d'intérêt. Il y a eu plusieurs années où les gens avaient des immeubles à cash flow négatif. Donc, ils devaient à tous les mois contribuer Ouais. pour pour les dépenses C'est ça. de logement. Donc, ça peut être un investissement à long terme. C'est pas Ouais. quelque chose que tu... il y a des façons de faire à court terme, mais Ouais. généralement, c'est un investissement à long terme, mais qui vient aussi avec de la gestion active. C'est ça. Personnellement, je préfère, même si j'en ai aussi, là, mais Mhm. je préfère aller plus vers l'investissement boursier parce que pour Ouais. la simplicité, je peux être partout dans le monde et j'ai Ouais. des placements qui roulent. Je n'ai pas besoin d'être là physiquement. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est des choix une autre forme personnels. Puis, tu sais, d'investissement. comme moi, personnellement, mettons, moi aussi, l'immobilier, finalement, moi et mon conjoint, je pense pas qu'on va réinvestir dans de l'immobilier. On pourrait Plus de dire. la diversification. Tu l'as plus fort. Ouais. de Tu sais, en même temps, nous, diversification. on se dit, on va vendre les problèmes, puis on va faire. Parce que c'est des problèmes qui sont payants, par exemple. C'est dans le sens que nous, c'est payant, là, parce que mon chum est manuel, tout ça, mais c'est beaucoup de temps. Fait qu'il faut le voir comme ça aussi. Mais nous, on s'est dit, on va vendre les problèmes, puis on va s'acheter quelque chose qui va peut-être être moins rentable à court terme, par exemple. Avec moins de problèmes. Mais avec moins de problèmes. Pour vrai, oui. Ouais, c'est On va ça. investir dans moins de problèmes. Ça va être moins rentable à court terme, mais on va avoir aussi, nous, on veut une vie de famille. Mon chum, il faut qu'il soit parti le week-end pour aller réparer des cossins. Toujours. Avec nous, on veut une vie de famille, on veut la paix d'esprit. Bien, on se dit, nous, on achète la paix d'esprit, parfait, on vend les problèmes, puis on va investir dans quelque chose qui est neuf avec d'autres personnes, puis on sera même pas les gestionnaires des loyers, on sera, tu sais, fait que oui, ça va ramener moins d'argent nécessairement si tu t'occupes pas de Si rien. Tu délègues, comme on a Si dit tu tout à lègues l'heure. tout, tu vas perdre beaucoup de revenus, mais en même temps, à long terme, nous, on se dit ça va être payant quand même, ça va nous acheter une paix d'esprit. Puis moi, ce que j'aime investir, je l'ai découvert, c'est que j'aime investir dans d'autres entrepreneurs. Fait que moi, mon cours que je fais, mon programme là, que je lance en septembre, mon objectif, c'est même pas de vendre ce programme-là pour faire de l'argent avec, c'est de trouver, grâce à ce programme-là, des entrepreneurs dans lesquels je vais investir. Tu sais, moi, je veux être mentor-investisseur. Je veux pas être juste mentor. Moi, me faire payer pour mon temps, ça me dérange. J'haïs ça. Moi, je veux être mentor-investisseur. Puis c'est ça que j'ai découvert, mon investissement préféré, c'est celui-là. C'est d'investir dans des projets dans lesquels je crois, dans des gens en lesquels je crois, puis les voir évoluer dans leur entreprise, voir plein de gens se... Tu sais, j'adore, moi, je le fais présentement, là, j'ai investi dans des entreprises, puis voir les entrepreneurs, ils sont tellement excités, puis que là, on arrive proche du lancement, puis c'est tellement excitant, puis c'est tellement beau. Moi, c'est ça que j'aime. Fait que trouver dans quoi que t'aimes donner du temps. Puis moi, j'aimais pas donner du temps dans des locataires et dans des loyers, là. J'aimais pas ça. Fait que c'est un choix. Ton temps est plus valorisé que les heures que tu vas mettre dans ce projet-là. C'est ça. Puis les mêmes heures, tu pourrais les mettre ailleurs. Exactement. Exactement. Donc, il faut trouver dans quoi on aime investir, dans quoi on est à l'aise, confortable, puis qui nous amène une paix d'esprit. Moi, je trouve que c'est super important, la paix d'esprit. Puis si admettons, investir à la bourse pour toi, là, c'est super stressant, fais-le pas. Exactement. Tu sais, c'est tout, là. Faut que tu trouves ce qui, toi, t'amène une paix d'esprit. Ma dernière section, c'était sur un peu la liberté financière. Parce qu'on entend souvent ça, la liberté, c'est quoi, c'est 55? Oui, dans le temps. Prendre sa retraite tôt. Maintenant, c'est liberté 45. Oui, c'est ça. C'est rendu de plus en plus tôt, là. Ouais. Mais pour toi, c'est quoi la définition, justement, ta définition personnelle d'une liberté financière? Ben, liberté financière, c'est que l'argent travaille plus fort
que ce que toi, tu es capable de générer. Donc, tu as assez de placements Mhm. qui remplacent finalement tes revenus actifs. Ouais. Donc, tes revenus passifs, finalement. Sont plus élevés que tes revenus actifs. Dans le fond, Exactement. puis pour mettre ça en clair pour les gens là, qui comprennent pas c'est quoi la différence, c'est par exemple ton revenu de salaire Ouais. va être finalement moins grand que tes Que revenus de de placement, placement. d'immobilier, de tout ce qui est immobilier, comme si c'est pas passif, là, mais Ouais. de ce qui ne demande pas d'effort finalement. Exactement. Ouais. Ouais, ça peut être une entreprise, ça Une peut être entreprise, ouais. les différentes formes de richesse. Fait que c'est d'avoir assez justement d'actifs qui travaillent, donc assez d'argent qui Ouais. fructifient, qui viennent générer autant de revenus que si toi, tu travaillais. Ouais. Donc, pour moi, ça, c'est un peu la liberté financière, parce que rendu à ce point, ben, ça te donne un choix énorme de vie. Mhm. Fait que finalement, c'est la liberté financière, c'est une liberté de temps, une liberté de déplacement, une liberté Ouais, de projet, d'activité. Fait exact. que moi, c'est un peu ça, c'est comme ça que je le vois. Puis Ouais. qu'on devrait viser. Ouais. Moi, je trouve qu'une liberté financière aussi, il faut vraiment le voir comme... Le mot liberté est super important. Mm. C'est comme tu dis, la liberté de temps, Attends, la ça, c'est liberté de énorme. choix. Ouais, ouais. Avoir une Choisir de liberté... quitter un emploi, la Ouais. plupart des gens, ils n'ont pas ce luxe-là. Tu sais. Exactement. Tu vas leur poser la question. Les gens se plaignent à tous les jours de leur travail. Ouais, Là, tu vas dire, ben, change d'emploi. Ouais, mais j'ai des factures à payer, j'ai ça. une voiture de l'année, ouais. je viens de m'acheter une maison. Ben là, ils n'ont pas le choix de parce liberté qu'ils n'ont financière. aucune liberté, C'est ils n'ont ça. aucune latitude carrément. Puis il faut revenir que la liberté financière, c'est pas d'être millionnaire. Non. C'est d'avoir justement assez réduit Pour payer ses ton coût de vie. dépenses pour payer son coût de vie. Fait que si ton coût de vie est minime, tu as une liberté financière avec beaucoup moins de revenus Exactement. que quelqu'un d'autre qui a beaucoup de dépenses à payer, puis que là, sa liberté financière demande énormément plus de revenus pour y arriver, tu sais. Ouais. Puis ben, forcément, ça va prendre plus de temps à bâtir ça. Puis est-ce que justement, tu trouves qu'on peut, c'est ma dernière question, on n'a pas répondu, mais juste clarifier, Ouais. est-ce qu'on peut viser la liberté financière même si on n'a pas de très gros revenus, justement? Ben, tu l'as super bien mentionné, ça dépend du coût de vie. Jean-Sébastien Pilote, qui a écrit le livre La retraite à 40 ans, Ouais, qui est un peu un des précurseurs du mouvement FIRE au Québec. Là. Ouais. FIRE, ça vient des États-Unis, c'est Financial Independent, Retire Early. Donc, c'est Ouais. des gens qui veulent prendre leur retraite le plus tôt possible. Mhm. Et lui a documenté son parcours. Et lui, il faisait un revenu de 55 000. Il était dans le marketing. Là. Il faisait un salaire de 55 000. Puis il a Ok. réussi à prendre sa retraite à 39 ans. Wow. Et il explique justement son parcours, comment il a réussi. Puis un des leviers, en fait, c'est pas le revenu, c'est le taux d'épargne. Mhm. Fait que lui, il était capable d'épargner 50-55%. Il vivait très minimaliste. Ouais. Lui, c'est vraiment le J'imagine. minimalisme à l'extrême un peu. Ouais. Mais il explique, puis il y a une belle plume aussi. Là. Ouais. Si tu l'as pas lu, je te Non, le je l'ai pas recommande, lu. tu vas adorer. OK. Moi, je l'ai lu en 24 heures. Là, Ah pour ouais, lire, ah, ça, c'était- j'ai aimé ça, ouais. c'est vraiment... puis il y a un ton humoristique aussi. OK. Puis ça te fait réfléchir parce que tu dis, ben, c'est vrai qu'au final, on met beaucoup l'accent sur les revenus, mais au final, c'est de revoir ses habitudes pour être capable justement de réduire son coût de vie. Ouais. Puis forcément, si on réussit à faire ça, ben, on peut atteindre en 15-20 ans la liberté financière, Mhm. même avec des faibles revenus. Fait que c'est Ouais. le taux d'épargne qui va être plus important. Et dans le livre, puis c'est un peu la règle du mouvement FIRE, c'est que pour déterminer c'est quoi le montant que ça te prend, ben, tu prends ton coût de vie, donc tes dépenses Ouais. annuelles que tu as besoin, fois 25, puis ça va te donner le montant de la liberté financière. Donc, Ok. quelqu'un qui a besoin de 30 000 $ pour vivre, Ouais. fois 25, donc ça te prend des placements de 750 000, tout placement confondu, puis grâce à ça, tu vas être capable de vivre grâce au rendement net des placements. Ouais. Fait qu'il explique un peu la démarche puis la méthodologie derrière, mais oui, c'est très atteignable. Il y a plusieurs blogueurs aussi Ouais, qui c'est documentent ça. c'est super populaire, puis c'est quelque chose que moi, admettons, moi, personnellement, je vise pas de prendre ma retraite jeune. Ouais. Tu sais, dans le sens que moi, travailler, j'adore ça. Ouais. Fait que c'est pas quelque chose que je vise. Mais pour quelqu'un qui se sent prisonnier un peu de son travail, ça peut être quelque chose à viser pour au moins prendre sa retraite plus tôt ou même avoir la possibilité de juste y penser, tu sais, de pouvoir quitter justement, puis de pouvoir comme, ou prendre, admettons, travailler à temps partiel, par exemple, Ouais. travailler moins d'heures. Peut-être pas arrêter à 40 ans, mais qu'à 45, tu commences à faire moins d'heures parce que tu as cette possibilité-là, tu sais. Puis moi, je le vois avec les gens que j'accompagne, une fois qu'ils prennent le temps d'analyser leur situation, Ouais, de planifier, ils voient vraiment les possibilités, puis là, ils commencent à faire des calculs, puis là, ils sont comme, ah, OK, je peux à 55, à 50, Ouais. Tu sais, là, ils se voient vraiment comme
comme un projet réaliste parce Exact. qu'ils ont mis des chiffres, ils ont calculé c'est quoi le plan de match, combien ça leur prend, dans quoi ils doivent investir. Puis ça, on est beaucoup plus motivé après se lever le matin à, comme on disait tout à l'heure, à créer des projets, à générer des nouvelles sources de revenus. Parce que là, on se dit, ah ben, si j'ai plus de revenus, ça veut dire que je vais pouvoir atteindre ça encore plus vite. Exact. Fait que c'est beaucoup plus motivant Quand tu le vois clairement, c'est plus motivant. Ouais, parce que si tu te lèves le matin puis tu sais pas pourquoi tu fais les choses, tu sais c'est pas... ça. Tu sais, le why, là, oui. Toi, t'aimes ça, là? Ouais, exact, le pourquoi. Toi, tu le fais à tous les jours, tu te lèves le matin puis t'as comme... À chaque jour, j'écris. J'écris un peu comme... Tu sais, moi, mettons, j'ai vraiment pas d'objectif de retraite, OK? J'en ai pas. Je prendrai jamais ma retraite, c'est pas compliqué, là, j'en ai pas. Mais quand j'étais avocate, j'en avais un projet. Tu sais, je me disais que j'allais prendre ma retraite, mais on dirait que c'était, quand j'avais, mettons, 25 ans, c'était comme trop loin. Mais ça peut être moins loin qu'on pense. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut voir ça comme... On se voit tellement... Tu sais, on se voit jeune tout le temps. Tu sais, je sais pas comment dire, mais en même temps, on se réveille, on se réveille un matin, on a 35 ans, puis on est comme, hey, dans ma tête, j'ai encore 25 ans, tu sais. Mais le mettre sur papier, comme tu dis, puis l'analyser, puis ça va nous permettre justement de voir, hey, ça peut être vraiment moins loin que je pensais, puis beaucoup plus libre que je pensais, puis juste avoir plus de temps pour soi, c'est incroyable, tu sais. Et la phrase que j'entends le plus souvent, c'est « j'aurais aimé connaître tout ça avant ». Ben oui. Parce que les gens, souvent, ils vont s'éduquer justement tard, ils vont mettre en place des stratégies tard, puis là, ils voient les opportunités, ils voient les possibilités, puis là, ils se disent « ah, si j'avais mis en place des stratégies plus tôt ». Donc, on le dit, là, vaut mieux commencer le plus tôt possible. C'est ça. Parce que forcément, si tu commences tôt, ben, c'est le temps qui fait son travail. La patience est payante en finance. C'est le meilleur moment, c'était hier, puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fait que go, comme éduquez-vous, là. Puis ta situation ne changera pas si tu mets toi-même... Il n'y a personne d'autre qui va prendre soin de tes finances autant que toi. Ça. Donc, il faut prendre le sujet, puis comme tu as dit, il faut commencer dès maintenant. Ça peut être en lisant des livres, en lisant des podcasts, en suivant des cours, des formations, des groupes, comme tu dis. Des groupes, l'argent ne dort jamais, ou d'autres groupes financiers. Mais ça te permet vraiment de te mettre dans le bon mindset, là, donc le bon état d'esprit, puis de ne pas procrastiner. Oui, puis pas t'entourer de personnes, justement, que, tu sais, le voisin... Qui vivent le jour le jour. Ben aussi, le voisin gonflable, tu sais, que mon voisin a ça, fait que moi, il faut que j'aille ça. Exactement. Mon ami a ça, fait que moi aussi, il faudrait que j'aille ça. Pour vrai, moi, j'admire ça de mon chum. Là. Mon chum a vraiment des amis qui vont beaucoup dépenser, justement, puis ça. Puis ça va jamais l'influencer. Non, il s'en fout. Il n'est pas un voisin gonflable, lui, justement. Puis j'adore ça de lui. Je suis comme, c'est le fun que tu ressentes pas le besoin d'être aussi hot avec des objets que tes amis, tu sais. Puis je pense que t'aimes ça parce que c'est de la confiance en soi. Oui! Et tu vois, moi, ça au cégep, j'essayais d'éduquer les jeunes. Parce que les nouvelles générations avec les Instagram, TikTok de ce monde, l'apparence, justement, puis souvent, les gens qui vendent du rêve sur Internet, justement, ils vont aller toucher cette corde sensible de manque de confiance chez les gens. Et justement, quand on travaille sur soi, quand on sort de sa zone de confort, ben justement, ça nous développe des habitudes, puis surtout une confiance de ne pas se faire prendre, justement, par ça. Exactement. Donc, vraiment. Puis, toi, dans le fond, c'est quoi que tu envisages comme retraite, personnellement, mettons? Ben moi, je suis comme toi, là. Ah ouais? Quand tu disais « ah, je prendrai jamais ma retraite », j'ai une mission aussi au quotidien qui est tellement forte que je me vois pas arrêter de faire ça. Fait que, j'ai toujours été un travailleur, j'ai toujours aimé créer des projets, des choses comme ça. Puis maintenant, de pouvoir en vivre, c'est encore plus motivant. Puis là, j'ai la chance de commencer même à pouvoir déléguer. Fait que je peux me concentrer même sur seulement les activités que j'aime faire au quotidien. Fait que d'atteindre la liberté... justement, la plus grande liberté, c'est de ne jamais vouloir prendre sa retraite? Ah, ben c'est ça. Ben au final, c'est ça. Tu as le choix de le faire, de le prendre, mais tu le prends pas. Exact. Mais c'est fou. Je trouve que c'est la plus grande liberté. Personnellement, je ne vise pas la liberté financière. Je vise la liberté de, comme, justement... D'être heureuse au quotidien. Puis de ne pas viser la retraite. C'est le plus beau, comme, objectif que j'ai pu avoir. Mais... c'est pas facile. Tu l'as fait au mois de janvier que tu as décidé de te lancer. Ça faisait combien de temps que tu avais le groupe L'argent ne dort jamais, que tu faisais tes autres projets? 5 ans, là. Ça faisait 5 ans. Tu vois, moi, j'ai réussi à jongler avec tout ça. Je sais pas comment j'ai fait, là. Mais oui, maintenant que je peux le faire à 100%, ça change tout. Puis avoue que tu l'aurais fait avant?
Oui, ouais, c'est sûr. Moi, Mais tu sais, c'est l'avantage, vraiment c'est que ça. j'étais prof au cégep, fait que Ouais. je réussissais, c'était quand même plus flexible, disons, Ouais. comme domaine. Si j'avais eu un emploi 9 à 5, ça aurait été impossible. Mhm. Euh, Et moi, je faisais 8 à 5 et ouais, même 7h45 à ouais, 5h45 bien souvent. Là. ouais. Fait que, tu sais, tes soirs, tes week-ends, C'était fou, là. c'est Je ça. faisais juste être sur mon ordi. Ouais, Mon chum faisait juste conduire, puis moi, j'étais sur mon ordi en train de faire ouais, mes tu vois. affaires. Là. Fait que, tu sais, prof, on a cette Ouais. flexibilité-là, puis surtout avec les années, tu sais, on monte nos cours, Ouais. etc. Fait que, tu sais, ça se passe beaucoup plus... tu sais, c'est beaucoup plus fluide là, au Ouais. niveau des sessions. Fait que ça me laissait quand même beaucoup de temps libre Mhm. pour faire d'autres activités. Ouais. Au lieu de passer mes temps libres à regarder la télé ou à faire je Mhm. sais pas trop quoi, ben moi, je le consacrais dans mes projets. Ce Exact. qui m'a permis un jour de pouvoir faire que ça. Mais félicitations parce que moi, ça fait longtemps là, que je te suis, puis que je suis tout ça, puis tout. Puis je trouve tellement que c'est une belle mission, justement, tu sais. Ah, puis t'es venu à mon événement. Oui, exact. T'as vu les gens quand tu les rassembles. Oui, ils sont tellement motivés. ouais, Ça crée un élan de motivation, là, vraiment. Là. ouais. Je finis avec mes questions en rafale. Go. Ta suggestion de lecture. Ben là, on en a proposé plusieurs. Ouais. Donc, toi, tu as proposé Zéro à Zé- millionnaire. Moi, j'ai proposé La retraite à 40 ans. Ouais. Sinon, on peut proposer Elle investit aussi pour Oui, Elle être plus investit. féminin, Ouais. qui a une page Instagram aussi, qui a fait un super livre. Ouais. Je pense que ça, c'est les trois vraiment Ouais. incontournables. Tu sais, c'était plus rare avant, parce qu'avant, c'était que des livres américains. Ouais. Je te dirais, c'est depuis vraiment les 5-6 dernières années où il commence à avoir plus de livres C'est vrai. québécois. Fait que ça nous parle un peu plus, c'est nos régimes Exact, on d'investissement comprend, puis tout sur ça, les ouais. produits. Fait que c'est vraiment les trois que je recommanderais. Là. Parfait. Ta suggestion podcast. Podcast, il y en a eu dans le... Tu sais, je dirais podcast en finance personnelle, il y en a, mais des fois, c'est pas... où ils sont passagers, parce que le podcast, comme toi, qui dure dans le temps, il n'y en C'est a rare. pas beaucoup. Ouais. Mais il y a Finance fondamentale, pardon, OK. qui est super. C'est un prof d'université qui résume des livres, justement, Ah, cool. et qui donne aussi d'autres capsules, là, super OK. intéressant. Finance fondamentale. Très cool. Ouais. Ton meilleur conseil bien-être, vu qu'on est sur le succès par le bien-être. Oh, bien-être. Ben, moi, je pense que c'est de faire des activités qu'on aime. Donc, soit les sports qu'on aime, soit les applications qu'on Ouais. aime ou les coachs se faire accompagner par... C'est de trouver vraiment un... Tu sais, moi, je fais du sport depuis... je sais pas, depuis le secondaire, Ouais. depuis le primaire, parce que j'ai toujours fait des sports qui Que m'apportaient t'aimes. du bonheur, que Ouais. j'aimais. Et au final, c'est pas une corvée. Non, tu vois. c'est ça. C'est comme le premier truc que je mets dans mon agenda, c'est mes sports. Ouais. Donc, quand on a du plaisir à faire quelque chose, je pense qu'on le fait plus longtemps. Ouais. On n'a pas besoin de motivation. C'est pas de la Exactement. motivation, on a hâte de le faire. Ouais. Tu vois, on parlait d'entrepreneuriat, comme quoi Ouais. on voulait faire ça toute notre vie, c'est parce qu'on Exact. aime ça. C'est ça. Donc, c'est la même chose pour le bien-être, c'est de se nourrir de la façon qu'on aime. Mhm. Même chose pour les activités. Tout à fait. Un devoir pour nos auditeurs suite à l'épisode. Devoir, c'est vraiment de s'asseoir, de faire un bilan de sa situation. Je pense Ouais. que ça commence par ça. De se fixer des objectifs, donc savoir pourquoi on fait les choses. Je pense que ça va donner un boost de motivation pour le reste. Ouais. D'ailleurs, je mets à jour mon application, si jamais les gens s'intéressent, là, EducFinance, Ouais. pour faire une gestion budgétaire. Donc, c'est une application gratuite. Là. Les gens OK. peuvent mettre leurs informations, puis ça va leur donner c'est quoi leur taux d'épargne, c'est quoi leur OK. valeur financière, puis à partir de là, ils peuvent suivre leur Très cool. argent. Donc, Très cool. donc, ça peut être une bonne façon. Donc, où on peut te trouver? Là où je suis le plus actif, c'est physiquement, tu parles, ou Non. Sur les internets. sur les internets. L'argent dort jamais, c'est là où je suis le plus actif. Sur Facebook, c'est un Sur groupe Facebook, Facebook. ouais, pardon. Puis sinon, sur mon site educfinance.ca. Ouais. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Parfait. Merci beaucoup. C'était Merci. super intéressant. Merci, Isabelle. À la prochaine!